Alors devant cette tempête qui s'abat sur le pouvoir d'achat, nous ne sommes effectivement pas tous sur le même bateau et nous ne sommes pas secoués de la même manière. Rappelons d'abord que cette tempête, elle s'abat après une lente dégradation du marché du logement, qui a déjà fragilisé un certain nombre de ménages. Donc soit parce que les maisons ou les logements sont plus chers, soit parce que les loyers ont augmenté. Cette tempête, elle a toutes les caractéristiques de ce que les anglo-saxons appellent une tempête parfaite. Tout se conjugue en même temps et indique que cette tempête va durer. Il y a la fin des gains de pouvoir d'achat obtenus par la libéralisation, la fin des gains de pouvoir d'achat obtenus par la mondialisation, l'épuisement progressif des ressources naturelles. Tout ça indique que cette crise du pouvoir d'achat va durer, va devenir structurelle. Et enfin et surtout, cette crise du pouvoir d'achat, elle s'abat sur une société qui est devenue une société éclatée. Il n'y a plus un ménage qui ressemble à un autre. Être locataire ou propriétaire, être locataire dans le secteur social ou dans le secteur privé, avoir des panneaux photovoltaïques ou pas, avoir une voiture salaire ou pas, avoir une carte carburant ou pas, avoir un logement bien isolé ou pas, être proche de son travail ou loin de son travail, tout ça crée des conditions qui font que le choc n'est pas ressenti de la même manière par tout le monde. Et pour moi, en tout cas, un des enjeux de cette crise, c'est de retrouver le sens du collectif. Il faut des mesures individuelles qui tiennent compte de circonstances particulières, mais il faut aussi les inscrire dans une démarche collective d'équité dans la durée. Alors en effet, un certain nombre de jeunes constituent aujourd'hui ce qui est pour moi le trou noir de la sécurité sociale. Difficile de demander à certains jeunes de dire « défendons, aidez-nous à défendre cette sécurité sociale » alors qu'ils n'en bénéficient pas ou très peu. On parle donc des jeunes qui n'ont plus accès, ou en tout cas leurs parents, à des allocations familiales parce que leurs études sont terminées ou parce qu'ils ont plus de 26 ans. On parle de ces jeunes qui n'ont pas droit à une allocation d'insertion parce qu'on a durci les conditions d'accès à cette allocation d'insertion. Et donc ce sont des jeunes qui, n'ayant pas encore une insertion socio-professionnelle, se retrouvent sans 1 euro, démarrent la vie en devant soit mendier de l'argent auprès de leurs parents, qui eux-mêmes parfois ont difficile, soit devoir s'adresser au CPS. C'est quand même difficile d'imaginer que dans une société aussi riche que la nôtre, un tiers des bénéficiaires de revenus d'intégration sont des jeunes, c'est-à-dire des jeunes à qui on leur dit « écoutez les gars, bon, on attend beaucoup de choses de vous, mais tant pis si vous démarrez mal dans la vie ». D'où l'intérêt de la proposition d'Ecolo d'instaurer une allocation universelle pour les jeunes, en tout cas une allocation universelle partielle, et d'autre part, il serait peut-être intéressant de regarder de plus près cette idée qui consiste à donner un capital de départ aux jeunes pour éviter ce qui est à mon avis la pire des choses, de mal démarrer son insertion dans la société alors qu'on a besoin de toutes ces énergies et de toute cette créativité. Alors quand on voit l'ampleur de ce choc de pouvoir d'achat, il est évident qu'il faut mobiliser toute une série d'outils. Il faut travailler sur les revenus, mais aussi résoudre quelques situations de discrimination en matière d'énergie. Alors pour ce qui est de revenus, il faut d'abord améliorer les mécanismes d'indexation. On ignore trop souvent que ce qu'on indexe, ce sont les salaires bruts, mais les salaires nets, surtout en période de forte inflation, n'augmentent pas comme les salaires bruts, augmentent moins vite que les salaires bruts. Il faut mettre en place un certain nombre de crédits d'impôt. Il faut travailler sur l'idée d'une allocation logement-énergie qui a l'avantage de pouvoir être modulée en fonction des revenus. Il faut améliorer la prise en charge des enfants, parce que je pense que c'est une autre faiblesse de notre système de protection sociale. Les enfants ne sont pas suffisamment aidés, en particulier les enfants des ménages pauvres. Ça, c'est l'intérêt de travailler avec les revenus, on peut cibler. Maintenant, à côté du revenu qui donne à chaque ménage un pouvoir d'achat plus grand qui permet de résister aux difficultés de l'heure, il faut aussi résoudre un certain nombre de situations plus spécifiques. Je vais en donner un exemple. Un ménage à petit revenu aujourd'hui qui se chauffe au mazout paie son énergie proportionnellement beaucoup plus cher
qu'un ménage qui a la chance de bénéficier d'un tarif social pour le gaz. Donc ce genre de discrimination, il faut malgré tout continuer à intervenir de manière un peu plus fine sur les prix de l'énergie, mais dans le cadre d'abord et avant tout d'une politique des revenus.